Alors, quand on regarde les relations de l'humain avec la biodiversité depuis les origines, quand est-ce que l'humain a commencé à l'abîmer? Au début, on n'a vécu que de ça. Aujourd'hui, il y a des véganes qui me disent on ne mange plus un gramme de viande. Sans viande, il n'y aurait pas eu d'humanité, ça c'est clair. Hein. Et souvent, moi, je me pose la question, justement, ça s'est passé comment et quand? Moi, je vis en pays catalan, pas très loin de Totavel. C'est la vallée, on a trouvé les plus anciens Français, entre guillemets. 700 000 ans, des humains, des erectus, hein, on l'appelle Heidelbergensis, ça arrive dans la vallée des Corbières. Il reste 600 000 ans dans la vallée, ils ne font que chasser et pêcher. Mais comment ils n'ont pas détruit leur écosystème? Parce qu'ils sont 20. 20 à chaque fois. Et dès le moment où effectivement l'humain a commencé à lâcher le système de la démographie, on va y revenir. Pourquoi l'humain a explosé en nombre d'habitants par rapport au reste? C'est une bonne question ça aussi. Hein. Et ça remonte à l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Juste deux chiffres pour montrer un peu comme c'est intéressant. Il y a 12 000 ans. 12 000 ans. Vous n'avez pas de millions d'années, 12 000 ans. L'humain s'arrête de bouger, les femmes commencent à faire beaucoup de bébés. Il ne reste plus que Homo sapiens à ce moment-là. Néandertal est déjà parti, vers 27 000. Hein. Et puis, on s'arrête de bouger et on commence à, autour de nous, changer nos écosystèmes, parce qu'on veut produire de l'agriculture, commencer à faire de l'élevage. Le plus grand animal domestiqué, c'est le chien, il y a 35 000 ans. Puis après, c'est le chat, et puis la chèvre, plus tard le cheval, beaucoup plus tard le lapin. Ça va tout changer, parce que l'humain va se promener avec ses animaux domestiques. Deux chiffres. Il y a 12 000 ans, on calcule à peu près qu'il y avait 5 millions d'humains sur la Terre. 5 millions il y a 12 000 ans. Et quand on regarde la relation entre... Revenons aux mammifères qu'on aime bien, nous, les mammifères. Hein, il y a plus de 5 000 espèces connues de mammifères. À l'époque, si je pèse tous les mammifères de l'époque, les 5 000 espèces, ramenés aux humains et aux mammifères domestiques, allez, on est 0,1% de toute la masse globale. Aujourd'hui, on est 90%. Ce qui fait que l'humain, en bougeant avec ses animaux domestiques, on n'est jamais tout seul. On a toujours nos vaches, nos cochons, nos poulets avec nous. On bouffe tous la même chose partout. Hein, quand vous regardez, à part les animaux marins, c'est différent. Animaux terrestres, on mange la même chose. Vous mangez les mêmes plantes, vous mangez les mêmes animaux en Chine, en Patagonie, en Alaska, où vous voulez. On les a ramenés avec nous, tout va changer. On est 90% aujourd'hui. Ça veut dire que l'humain plus ses mammifères domestiques, c'est 90% du poids de tous les mammifères connus sur la Terre aujourd'hui. Donc ça a tout changé. Et ce qu'on voit, c'est que chaque fois que l'humain se promène, il détruit d'abord les grands. Il y avait des très grands animaux en Amérique du Nord. Quand on arrive, il y a entre 15 et 18 000 ans, ils ne sont plus là. Tous les grands animaux d'Australie, quand on arrive en Australie, il y a 55 000 ans, un petit peu avant, il n'y en a plus. Étrangement, le lieu aujourd'hui où il reste des grands mammifères, c'est l'Afrique, qui est le lieu d'existence, en fait, d'apparition de l'humanité. Peut-être qu'en Afrique, ces animaux-là, dès le départ, ont fait attention à l'humain. Ils se rendaient compte que c'était un petit machin ridicule, mais dont il fallait se méfier. Et ça a tout changé. Et en ce moment, en Afrique, avec tout ce qui se passe, on insiste à l'effondrement aussi en Afrique de ce qu'on a vu en Amérique du Nord, en Australie ou en Asie auparavant. Donc c'est vrai qu'il y a une relation directe. Demain, peut-être, effectivement, il y a un papier sorti récemment qui nous dit, bah, écoutez, le plus gros animal sur la Terre terrestre demain, ça peut être la vache. Ou le taureau de combat espagnol, si on les garde. C'est effroyable. Alors, en conséquence de nos pratiques actuelles et des effondrements qu'on observe, je ne pense pas que ça va s'arrêter tout de suite. Bon, ma note d'espoir, elle est double. Un, le vivant a une fabuleuse capacité de résilience s'il a résisté. Hein. S'il a disparu, on n'en parle plus, c'est fini, c'est terminé. Donc si on détruit tout jusqu'au bout, c'est fini. Il n'y aura pas d'histoire par la suite. Il n'y aura pas d'histoire humaine non plus. Donc, on les lâche dans un état où ils sont encore un peu capables d'être là, et après ils vont résilier. La pêche, c'est un bel exemple. On arrêterait 2 ans la pêche mondiale, on refait les stocks. C'est incroyablement résilient. Pourquoi on ne le fait pas? C'est une vraie question. Ah, bien sûr, pas pour tout au même moment, mais par endroit, par exemple. 2 ans, on met tout un océan en protection pendant 2 ans, et puis ça repart. Et après, bien sûr, on fait des choses qui sont intelligentes, puisqu'on se prétend intelligent, finalement. Donc ça, c'est un aspect important. Et elles se renouvellent. Qu'est-ce qui nous tue aujourd'hui dans les ressources vivantes? Ben, c'est qu'on dépasse les seuils de renouvelabilité. Il n'y a pas plus con que ça, franchement. Pour une espèce qui s'est appelée Sapiens, c'est totalement stupide. On mange des civelles, des bébés anguilles. Il n'y a plus d'anguilles. Il ne faut pas être un ingénieur de géodéo pour comprendre que s'il n'y a plus de civelles, il n'y aura pas d'anguilles. Tout est comme ça à l'avenant. Pêchons une espèce qui s'est déjà au moins reproduit une fois. On sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Et le deuxième aspect, c'est l'humain lui-même. C'est-à-dire que l'humain a toutes ces activités-là.
Quand on parle de l'humain, c'est assez gênant aussi, parce que je me suis souvent fait reprendre, et ils ont raison, quand je fais des conférences en Afrique, en Amérique latine, ou en Asie du Sud-Est, mais attention Gilles, là, tu parles de l'humain développé, de vos pays, l'Europe de l'Ouest, effectivement, l'Amérique du Nord, le Japon. Tous ces humains n'ont pas la même empreinte sur la planète. D'ailleurs, on les avait calculés, vous vous souvenez, on avait fait des calculs avec le WWF à l'époque sur les empreintes écologiques, et on montrait que, au rythme actuel de l'Europe du Nord, de l'Amérique et du Japon, on vit comme si on avait 3 terres, en fait, quoi. Donc, ça, si on est capable, on se rend compte de cela, l'humain est à la fois le responsable de ça, mais la seule espèce qui peut sauver cela, effectivement. Ça passe par un profond changement, en fait, de spiritualité, ça c'est clair. Donc Doubespard, il est là. Le vivant va résilier si on ne le détruit pas. Donnons-lui les conditions de la résilience, on est d'accord. Et l'humain lui-même peut arrêter ou restaurer des choses qu'il a déjà abîmées, finalement. Le CO2, par exemple, pour moi, c'est clair. 2 degrés, c'est beaucoup trop pour moi. Pour un marin comme moi, à 2 degrés, on perd le corail. Le corail, c'est 1/3 des espèces connues dans l'océan. 1,5 degré, on n'en prend pas du tout la voie aujourd'hui. Il faut bien voir une chose, quand on vit sur le CO2, 50% du CO2 qu'on a émis il y a 150 ans, on n'était pas là, nous, est toujours là avec nous aujourd'hui. Ça dure à peu près ce temps-là. Ça, il faut en tenir compte. On est sur un système qui se somme en permanence. Même arrêtons aujourd'hui, tout de suite, plus aucune émission de CO2, le climat va encore continuer à changer pendant un certain temps. Mais là, on est parti pour demain 4, 5, 6, 7 degrés à l'horizon 2200, 2300. Je dirais même que si on fait des efforts gigantesques aujourd'hui pour limiter à court terme des choses, si c'est pour le laisser dériver après, vous savez, c'est Groucho Marx qui disait, et ça c'est le cas des hommes politiques partout, il disait, mais pourquoi j'irais faire quelque chose pour mon descendant, ils n'ont jamais rien fait pour moi. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est le monde politique aussi. On est incapable de voir à moyen terme, encore moins à long terme. Alors moi j'avais écrit un article qui était « Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ?» Je dirais « Quelle planète on se laisse à nous à notre fin de vie? On sera encore là dans 30 ans. » C'est ça qu'il faut qu'on regarde. Donc aujourd'hui, l'harmonie de l'humanité et donc sa survie sans souffrance, pour moi c'est ça qu'il faut que je regarde, c'est la souffrance, passera par une réharmonisation de l'humain avec ce qui est non humain et bien sûr des humains entre eux.